Oh, vous êtes là. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Yassine Farouk et bienvenue à tous dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du Boeing 737 MAX. La nouvelle est tombée le 18 novembre dernier. La FAA, l'administration fédérale de l'aviation américaine, a décidé de lever la restriction de vol sur les Boeing 737 MAX. Et ce, 20 mois après qu'ils aient été cloués au sol. Mais tout d'abord, pour vous permettre de comprendre cela, je vous propose un retour dans le temps. Le Boeing 737 est un avion court et moyen connu. Il a pris son premier envol le 9 avril 1967. Au fil des années, Boeing a adapté cet appareil sous plusieurs variantes afin de pouvoir répondre aux besoins des compagnies aériennes. En effet, il faut savoir que la fabrication des appareils dans le secteur aérien se fait en fonction des besoins des compagnies, car ce sont celles-ci qui ont le pouvoir d'achat. Et c'est d'ailleurs le cas dans tout secteur manufacturier. Donc, tout se fait en fonction du besoin du client. Ce sont donc les compagnies aériennes qui vont dire « Écoute Boeing, j'ai besoin d'un appareil qui peut transporter 100 personnes et faire Dakar-Nairobi, tout ça en consommant le moins de carburant possible. Qu'est-ce que tu as à m'offrir ?» Il est très important que vous compreniez cela pour la suite des choses. Il existe 4 générations du Boeing 737. La version originale a été construite à partir de 1967 et se décline en 2 versions, le 737-100 et le 737-200. Ensuite, à partir de 1984 est apparue la version classique, qui, elle, proposait les 737-300, 400 et 500. Ces modèles étaient équipés de nouveaux moteurs, les CFM56 plus modernes et économes. D'ailleurs, il existe encore à ce jour beaucoup de modèles classiques en circulation. Puis, à partir de 1996 est arrivé le 737 Next Generation, et c'est probablement le plus connu du grand public. La plus grande nouveauté de ce 737 Next Gen était probablement leur nouveau cockpit ultra moderne à cette époque et bien évidemment 2 nouveaux moteurs, encore une fois les CFM56, mais cette fois-ci en version 7B. Cette génération a été déclinée en 4 versions, les 737-600, 700, 800 et 900 Next Generation. Mais pour que vous compreniez bien, la différence entre ces modèles réside dans leur autonomie, mais surtout dans le nombre de passagers qu'ils pouvaient emporter. Le 700 pouvant emporter plus de personnes et aller significativement plus loin que le 600. À cette époque et jusqu'à aujourd'hui, le marché était principalement divisé entre Boeing et Airbus, son principal concurrent. Airbus proposait à cette même période le A320, son best-seller avec plus de 15 000 exemplaires vendus jusqu'à aujourd'hui. Cet appareil était un solide concurrent du 737. Airbus a alors frappé fort au début des années 2000 lorsque des discussions ont été engagées afin de proposer un tout nouvel appareil semblable au A320 mais qui serait ultra économe en carburant. Et c'est cela qui donna naissance au A320 Neo, un succès énorme. Vous l'aurez compris, Boeing se devait donc de répliquer sinon aurait perdu de grosses parts de marché parce que les compagnies voulaient et encore toujours 2 choses, des appareils qui vont loin mais surtout qui consomment moins. Et c'est ce qui donna naissance en 2011 au Boeing 737 MAX qui lui aussi sera décliné en 4 versions. Le 737 MAX 7, MAX 8, MAX 9 et MAX 10. Encore une fois, cette nouvelle génération proposait de nouveaux moteurs, mais pas que. Alors pour faire simple, Boeing avait décidé tout simplement d'aller avec le design du 737 Next Generation et d'y ajouter de nouveaux moteurs surpuissants, cette fois-ci des LEAP. Et c'est les mêmes qui équipaient le A320 Neo. Cela constituait également un bon argument de vente car les compagnies n'auraient pas besoin de reformer leurs pilotes sur un tout nouvel appareil. C'était le même 737 mais cette fois-ci en plus efficient. Cependant, l'une des particularités de ces moteurs n'était pas seulement leur grosse puissance et leur efficacité. Ils étaient également bien plus gros que les CFM56, les moteurs qui équipaient le 737 Next Gen. Et il faut savoir aussi que les 737 sont des appareils connus pour avoir un profil qui est ultra bas. Alors pour contrer ce problème, Boeing décida de monter les moteurs bien plus haut et bien plus en avant que d'habitude afin qu'ils puissent avoir de la place. Cela a permis de résoudre le problème, mais en créant un autre. En effet, la modification de la structure globale de l'appareil entraîna une modification du balançage et de l'aérodynamique de celui-ci. Je vous explique. La modification du centre de poussée et la puissance sulfurante des nouveaux moteurs entraîna une instabilité longitudinale du Boeing 737 MAX. Pour vous la faire simple, les ingénieurs remarquèrent qu'à pleine puissance, la poussée des moteurs était telle que le nez de l'appareil pointait bien trop haut
et cela pouvait entraîner un décrochage de l'appareil à cause de l'important angle d'attaque. L'angle d'attaque, c'est tout simplement l'angle formé entre la corde de l'aile et le vent relatif et est mesuré à l'aide de ce petit instrument que vous voyez ici. Et vous comprendrez son importance plus tard. Alors pour faire face à ce nouveau problème, Boeing décida de ne pas modifier la structure de l'appareil mais d'y implanter tout simplement un logiciel qui devrait permettre de contrecarrer cette tendance accablée. Et c'est ce qui donna naissance au MCAS dont vous avez déjà entendu le nom. Le MCAS, le Maneuvering Characteristic Augmentation System, est un logiciel développé par Boeing qui devrait permettre d'augmenter la stabilité longitudinale du Boeing 737 MAX de sorte que celui-ci se comporte comme tous ses prédécesseurs. Ce logiciel fonctionnait de la manière suivante. D'abord, pour qu'il s'active, il faut que ces conditions soient réunies. Le pilote automatique est désactivé, donc c'est l'équipage qui pilote l'appareil. Les volets sont rentrés et l'angle d'attaque de l'appareil est très élevé. En effet, les conditions d'activation du MCAS, pilotage manuel, volets rentrés, angle d'attaque élevé et pleine puissance sont généralement réunis lors du décollage. Il faut aussi noter que les avions de ligne sont vraiment difficiles à faire décrocher, mais lorsque cela se produisait, c'était très brutal mais aussi très dangereux, surtout à une basse altitude. De cette façon, lorsque le capteur d'angle d'attaque décelait un angle trop élevé qui s'approchait de l'angle critique de décrochage, le MCAS s'activait pour compenser le nez de l'appareil vers le bas afin d'éviter que cela ne se produise. Mais malheureusement, le pire se produisit. Authorities say a Lion Air passenger plane carrying 189 people has crashed into the sea. An Ethiopian Airlines flight has crashed shortly after takeoff from Addis Ababa, killing all 157 passengers and crew thought to be on board. Le 29 octobre 2018, le vol Lion Air 610, un 737 MAX 8 s'écrase en mer de Java, 13 minutes après son décollage de Jakarta en Indonésie. Quelques mois après, le 10 mars 2019, le vol Ethiopian Airlines 302 en direction de Nairobi s'écrase lui aussi 6 minutes seulement après son décollage de l'aéroport d'Addis Abeba. Au total, 346 personnes sont mortes dans ces deux tragédies. La similarité des deux accidents était telle qu'au lendemain du crash du vol Ethiopian Airlines, plusieurs nations et compagnies aériennes décident d'interdire le vol du Boeing 737 MAX. Le MCAS est dès alors mis en cause et des enquêtes futures prouvant que ce système était à la base de ces accidents. Mais il faut cependant savoir que des tragédies comme celle-ci sont rarement la cause d'un seul élément isolé, mais bien le fruit d'une succession d'événements. Je vous explique. En aviation, il existe un principe aéronautique simple appelé la redondance et qui permet d'assurer la sécurité des vols. Ça signifie tout simplement que n'importe quelle fonction de l'appareil peut être réalisée par plusieurs systèmes différents et qui sont même parfois dupliqués. Par exemple, dans le cockpit d'un A320, vous aurez deux instruments pour vous indiquer l'altitude. Si les données présentées par ces deux instruments ne concordent pas, vous savez donc que l'un d'eux est défectueux et qu'il va falloir prendre une décision rapidement. Dans notre cas, il faut savoir qu'il existe deux sondes de mesure d'angle d'attaque, une sur chaque côté de l'appareil. Ces deux sondes mesurent simultanément l'angle d'attaque actuel de l'appareil. Mais que se passe-t-il si l'une des sondes est défectueuse? Et c'est exactement ce qui se passa avec le vol Lion Air 610. En effet, le rapport préliminaire montra que l'une des sondes était défectueuse et envoyait donc des informations erronées au système de vol. Et cela activa malencontreusement le MCAS qui décida de faire piquer l'appareil. Dans le cas du vol Ethiopian Airlines 302, l'équipage avait même réussi à désactiver le MCAS comme prévu par les procédures de vol. Mais pour une raison quelconque, celui-ci se réactiva encore une fois, poussant ainsi l'appareil plus vite vers le sol et rendant la situation incontrôlable. Mais comment en sommes-nous arrivés là? À la suite de ces accidents, plusieurs enquêtes et audits seront lancés par le NTSB, le département des transports des USA, et rejoints même par la suite par le FBI. Il s'est alors révélé ces deux choses. Premièrement, la certification du MCAS. La FAA avait délégué à Boeing, le fabricant du MCAS, la certification de son propre logiciel.
De ce fait, il a été conclu que le MCAS n'avait pas suffisamment été testé et que des problèmes simples tels que la lecture de données erronées n'avaient pas correctement été implantés. Deuxièmement, je vous disais que le Boeing 737 MAX partait du design du 737 NextGen. Partant de là, les compagnies n'avaient pas besoin à ce que leurs pilotes repassent des qualifications de type. D'ailleurs, dans certains cas, il avait même été montré que les pilotes devaient uniquement suivre une petite formation de 2 heures sur iPad avant de passer au simulateur. Pire encore, jusqu'à l'accident du vol Lion Air 610, Boeing avait omis de faire part aux pilotes de l'existence du MCAS. Beaucoup d'entre eux ne savaient pas ce que c'était. Vous imaginez donc être en face d'un problème et ne même pas savoir d'où provient la cause. La Commission des transports du Congrès américain publie un rapport complet en septembre 2020 où de nombreux dysfonctionnements, voire des dissimulations et des conflits d'intérêts entre la FAA et Boeing sont épinglés, tout comme le défaut de conception de cet appareil. Finalement, après plusieurs modifications apportées à l'appareil, dont notamment celle du MCAS, une meilleure formation des pilotes et des tests intensifs réalisés sur ce logiciel, la FAA décide de lever l'interdiction de vol des 737 MAX le 18 novembre 2020, comme je vous l'annonçais au début. C'est la compagnie brésilienne Gol qui effectuera le premier vol commercial le 9 décembre 2020. La quasi-totalité des compagnies américaines devrait également suivre d'ici mi-2021. Cependant, plusieurs pays attendent encore avant de valider cette décision de la FAA et de réautoriser le 737 MAX sur leur territoire. Ça y est, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'auriez appréciée et que surtout, elle aura été riche en informations. Beaucoup de personnes sont encore réticentes à vouloir prendre le 737 MAX. Je serais curieux d'avoir votre avis là-dessus. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Likez la vidéo, bien évidemment, et abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait. Sans oublier d'activer la cloche de notification, ça m'aide énormément. C'était Yassine Farouk et j'espère vous revoir dans une très prochaine vidéo. Peace.